beaucoup d'être là et de m'écouter. Pour certains que je connais ou que je reconnais, je sais que vous avez déjà eu droit à la présentation. Donc, je vais essayer de tenir ça dans les 15 minutes. Et comme je dis toujours, c'est pas facile de résumer 45 ans d'activité en quelques minutes. Donc, je fais une très rapide présentation pour que vous compreniez qui je suis, ce qui n'a pas une grande importance, mais ce qui est Eurocom. Donc, c'est une société que j'ai montée en 1981 avec comme postulat de départ de proposer tous les besoins pour un club, une association sportive. Voilà, l'aventure a commencé comme ça. 45 ans après, j'ai vu ça l'autre jour sur LinkedIn qui me dit que je suis là depuis 45 ans et 3 mois, ce qui est quand même déjà pas mal, ce qui voudrait dire qu'on est un tout petit peu sérieux et qu'on arrive à suivre les dossiers, parce qu'il est une chose de récupérer un client, mais c'est un autre sport que de le garder sur une quarantaine d'années. Donc la base d'activité d'Eurocom, c'est on vend du matériel sportif sur à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, on a des comptes ouverts dans toutes les marques que vous pouvez connaître, mais on fait aussi de la fabrication. Il y en a des marques qui nous sont propres, sur lesquelles on est exclusif France. On est toujours revendeur, mais avec des rapports qualité-prix qui sont parfois surprenants. Et pour ça, il faut m'appeler ou appeler mon fils, puisque tout ça, maintenant, je l'ai passé au nom de mon fils pendant la Covid. La chose qu'il faut retenir sur Eurocom, puisque 45 ans après, on fait toujours de l'associatif, mais on fait, comme vous pouvez le dire, de plus en plus maintenant de ce qu'on appelle de l'institutionnel des mairies, des collectivités locales. On fait du privé, ça va de la petite société jusqu'au groupe du 440. Et on fournit, donc, en dehors du matériel sportif, tout ce qui touche de près ou de loin à la communication. Donc, on imprime du papier de moins en moins écologiquement parlant. On fait du grand format, du textile, de l'objet, de l'événementiel, du merchandising, etc. Avec comme point commun, et ça depuis quasi toujours, l'éco-responsabilité avant que le mot n'existe, avant qu'on ne parle de RSE et avant surtout que ça ne devienne la mode, puisque tout ce qu'on fait depuis toujours a toujours eu une connotation écologique. Ce qui fait que une fois que la société Eurocom est passée au nom de mon fils, ça m'a laissé un peu de temps et on a développé une annexe qui s'appelle Glue Concept by Eurocom. Bientôt, ça ne sera plus que Glue Concept et après, ça ne sera plus que Glue quand on sera un tout petit peu plus connu, avec comme mission, et je parle bien de mission, c'est d'éradiquer les bouteilles en plastique sur les événements grand public. Parce que je suppose que comme moi, tout le monde a toujours été outré, pour pas dire pire, par les gabegies que représentaient les courses outdoor, les milliers, les centaines de milliers de bouteilles qui finissaient invariablement à moitié pleines dans les caniveaux. Où on peut encore les ramasser, mais quand ça finit dans les champs, dans les forêts, etc., c'était juste une aberration écologique complète. Donc il a fallu trouver des solutions pour permettre d'hydrater des gens en nombre, et même en très grand nombre, sans avoir besoin ni de bouteilles en plastique, ni même de gobelets. Et on a commencé à développer un certain nombre de dispositifs qui permettent d'apporter de l'eau et d'hydrater les gens sur les événements. Je pense que tu peux passer sur la prochaine. Et alors, vous avez là décliné tous les avantages que peuvent représenter, enfin, auxquels sont assujettis les organisateurs, entre les pressions réglementaires, les responsabilités sanitaires. Enfin, je vous laisse lire en même temps que moi. Donc, pour répondre à tout ça, on a créé des différents types de fontaines qui permettent de répondre à l'intégralité de ces besoins. Parce que une fois que, il n'est plus possible de distribuer de l'eau, et là il y a quand même une loi qui est arrivée après nos fontaines, donc j'insiste sur le fait de dire qu'on était là avant la loi AGEC, et cette loi, elle dit qu'un organisateur est dans l'obligation de proposer de l'eau gratuitement à partir du moment où la manifestation comporte plus de 300 participants. Me demandez pas pourquoi 300, c'est voilà, c'est la loi.
Et cette même loi dit qu'il est interdit de proposer des bouteilles en plastique. Donc on se retrouve quand même confronté à une quadrature du cercle, pas de bouteille, pas voilà. Donc comment fait-on? Et donc on va utiliser des fontaines sur laquelle nous assumons toute la qualité sanitaire de l'eau, et j'insiste énormément là-dessus parce que il y a encore des gens qui pensent qu'il suffit de sortir un tuyau d'arrosage de son garage pour servir. C'est une pression qui est énorme parce que, enfin, je ne veux pas vous faire un cours sur l'état sanitaire de l'eau. On a la chance d'être dans un pays qui s'appelle la France où l'eau au départ est potable, à condition qu'elle soit traitée comme il faut et distribuée comme il faut. Donc, nos fontaines répondent maintenant à tout type de manifestation, aussi bien statiques pour quelques centaines de personnes que des manifestations en très grand nombre, comme des courses à pied, comme des marathons, comme des tournois, comme à peu près n'importe quel type de manifestation. Donc, je vous laisse découvrir ce que je viens de vous dire là en termes de loi AGEC. Et si tu passes sur la prochaine, si ça j'ai oublié, mais de temps en temps, il est bon de le rappeler que cette loi AGEC en France, elle est un tant soit peu ignorée parce que ça fait quand même 6 ans qu'on n'a pas le droit d'utiliser tout ça, mais ça, les amendes commencent à tomber et la plus symptomatique était sur le Tomorrowland en Belgique où l'organisateur s'est quand même pris une petite amende de 727 000 euros, donc ça calme. En France, on n'est pas encore tout à fait là, mais pour ceux qui sont au courant, on commence pour certains à se faire tirer les oreilles et pour d'autres, voir passer la marée chaussée sur une manifestation où les bouteilles sont encore distribuées. Donc, suivant les régions, c'est très très variable, mais il faut bien se dire que la tendance est passée par là. Et c'est pour, donc, comme vous voyez, c'est face à ce contexte qu'on met à votre disposition tous les leviers qui vous permettent de proposer une manifestation, quelle qu'elle soit, répondant à toutes les caractéristiques à la fois légales et sanitaires, et qui vous donne une fluidité énorme sur toutes vos manifestations. Donc, et si tu passes sur la slide d'après, on est encore sur la conformité de tout ce enfin, de toutes les contraintes auxquelles vous êtes assujettis. Donc, la responsabilité sanitaire, on en a parlé, mais les différents points auquel on ne pense jamais, c'est la gestion de l'après. C'est-à-dire, une fois que la course est terminée, ben, il y a des tas de déchets à ramasser. Ces mêmes déchets, soit elles partent en incinération et c'est pas la meilleure des solutions, ou elles sont amenées à être passées en mode de reconduction. Et tout ça, ça a un coût énorme. Ça a un coût financier parce que ça se paye tout ça. Et ça a un coût en termes d'image de marque qui est important et en termes d'incidence écologique qui est assez monstrueux. Parce on est en train de faire calculer, d'ailleurs par Fairpay for Planet, l'incidence que représente l'utilisation, le recyclage des bouteilles. Alors qu'avec nos systèmes, eh ben, il y a strictement plus rien par terre. On n'a plus de bouteilles, on n'a plus de gobelets, on n'a plus rien. Et ça nous permet de faire des manifestations de tout niveau où il n'y a plus rien à ramasser, il n'y a plus rien à recycler, il n'y a plus rien à jeter. Et c'est un petit peu vers ça qu'on tend. Et c'est un peu notre croisade chez Glou pour les prochaines années.
Et force est de constater que ça fonctionne, puisqu'on a fait, alors je ne sais pas si vous avez suivi notre actualité, il y a non, 3 semaines, on a fait la première enfin, très grande manifestation, puisqu'il y a eu plus de 20 000 personnes sur les 10 kilomètres des Champs-Élysées, où on a fait boire plus de 20 000 personnes sans une bouteille, sans un gobelet, sans rien, puisque maintenant on incite les gens à venir avec leur propre récipient. Qui n'est pas forcément siglé puisque ça permet que chacun ait son propre contenant, donc bah, qu'on va gentiment garder dans sa poche ou dans sa banane et pour pouvoir boire. Donc là, j'ai sous les yeux les différentes fontaines qu'on propose. Là, au milieu, avec les quatre enfants, vous avez une cup. Donc, ça ressemble à une éco-cup avec des pailles, justement pour mystifier ce qui doit disparaître et qui permet de distribuer de l'eau sur des manifestations statiques jusqu'à 300-400 personnes à peu près. Notre grand apport, c'est ce que vous voyez à gauche avec la foulée des assurances. Donc, c'est les rapidos. Ce sont des murs d'eau et ce sont des multiples de 2 mètres avec à chaque fois 4 robinets qui ont la particularité de servir un verre d'eau de 25 centilitres en 1 seconde. Donc ça va hyper vite, ça permet de ravitailler un nombre incroyable de gens en un temps très restreint, ça permet de remplacer les ravitaillements. Et du coup, on en met maintenant un petit peu partout sur tout type de manifestation. Et on a décliné il n'y a pas très longtemps, c'est l'image en bas à gauche, les rapidettes. Donc, ce sont des mini rapidos qu'on peut positionner à peu près n'importe où, qui fonctionnent en toute autonomie. J'ai besoin ni d'eau ni d'électricité, puisque ça fonctionne avec des citernes et des batteries. Et elles font 1 mètre de large, 50 centimètres de profond, donc ça se positionne à peu près partout. La photo que vous voyez là, on est dans la salle principale de la mairie de Lyon, sur du parquet Louis XIV, même pas peur. Donc, ça prouve qu'on peut faire des manifestations sans gâcher de l'eau d'aucune façon. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ça. Alors, comment ça fonctionne, et je pense que je vais respecter à peu près mon quart d'heure. Si ça vous intéresse, bah, ça va hyper vite. Il suffit de nous contacter en quelques minutes. On arrive à cadrer votre manifestation. Dans un deuxième temps, on paramètre suivant vos besoins. Donc, ce qui est important de savoir, c'est de connaître le type de manifestation, parce qu'on ne met pas les mêmes dispositifs sur une manifestation statique, par exemple sur un festival ou sur un tournoi où les gens sont sur place et on peut aller boire quand ils ont soif, que sur une manifestation où tout le monde arrive en même temps. Donc, une fois que je sais quel type de manifestation, combien vous avez de personnes, combien de temps ça dure, et la météo est un élément prépondérant. On vous fait des propositions paramétrées et vous expliquer ce qu'il vous faut comme type de fontaine. Et une fois qu'on est d'accord sur tout, ben, moi j'ai des équipes qui arrivent, qui installent, qui suivent la manifestation, qui désinstallent par la suite. Donc à votre niveau, intervention zéro. On prend en charge l'intégralité de la manifestation et donc déjà, ça soulage énormément les organisateurs, notamment en termes de bénévoles, puisqu'on n'en a plus besoin à notre niveau. On vous décharge complètement de tout l'aspect juridique et sanitaire, puisqu'à partir du moment où on s'occupe d'une manifestation, nous en sommes les responsables. Et donc, ça, c'est primordial également. Et on est là pour assurer la bonne marche de votre manifestation, qui sera forcément et obligatoirement une réussite. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais à dire et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Je vois que tu as déjà les félicitations de Xavier Parenteau, qui est Merci beaucoup. fabuleux. Alors, j'ai un peu pataugé parce que j'ai quand même un peu de mal à suivre les fiches, mais bon, on a assuré le principal.
Et moi, j'ai peut-être une question, si c'est comme ça à la volée. Je ne sais pas combien on est, donc Vas-y, c'est bonne Xavier. franquette. Bonjour à Vas-y, tout le monde, Xavier, bien désolé sûr. pour le On est là retard. pour ça. Très bien. Merci Jean-Luc. Euh, deux questions. Une sur le volet sanitaire, comment tu te garantis du sujet? Tu as des services vétérinaires sur ce genre de prestations ou pas? Ça, c'est une première question un peu technique, mais c'est pour rassurer les organisateurs notamment. Et l'autre, c'est les retours d'expérience sur les courses à pied. Au niveau des coureurs, pour les courses un peu où les coureurs refusent d'avoir leur gobelet à eux ou des choses comme ça. Comment ça se passe? J'ai mal entendu de ce point de vue-là. Et comment réagissent les coureurs sur lesquels vous installez ça quand c'est une première? Ok, ben, je commence par l'aspect sanitaire qui est quand même primordial. Alors effectivement, je suis pas rentré dans les détails, mais comme je suis contraint dans mes 15 minutes, j'ai fait au plus juste. Quand on a démarré, on faisait systématiquement des analyses par des laboratoires d'État pour assurer la potabilité de l'eau. Au bout de 2 ans, on a arrêté de le faire systématiquement parce qu'on est quand même dans un pays où l'eau est à peu près partout potable. Et suivant les endroits sur lesquels on se connecte, ça ne nécessitait pas forcément de faire intervenir un laboratoire. J'entends par là quand on se connecte sur un robinet qui est utilisé toute la semaine par des éducateurs, par des enfants, par des joueurs, il est fort peu probable que le samedi, l'eau qui était potable le vendredi ne le soit plus. Donc on a investi dans des capteurs et des contrôleurs qui nous sont propres, qui nous permettent de vérifier si l'eau est potable ou pas. Et on garde le fait de faire intervenir un laboratoire quand on vient se clamper sur, par exemple, un raccord pompier, par exemple, comme ça a été le cas sur les 10 kilomètres de Paris, sur un réseau de villes, vous savez, les bouches qui sont par terre, ça nous arrive de nous clamper sur des réseaux d'arrosage de stades. À chaque fois qu'on est confronté à ce type de problématique, je fais systématiquement intervenir un laboratoire pour me garantir la potabilité complète de l'eau. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'on a signé, alors c'est pas très vieux, un partenariat avec Brita. Donc je pense que tout le monde connaît Brita. Ce sont des filtres grand public enfin ça existe depuis je dirais pas toujours, mais enfin, moi, je connais ça depuis quelques décennies. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des carafes qu'on met dans le frigo et qui permettent d'enlever le goût, l'odeur et tout ce qu'il y a dans l'eau du robinet. Ils ont sorti un certain nombre de filtres qu'on colle ou à l'arrivée de l'eau dans la maison ou sous l'évier. Eh ben voilà, je vois que tu connais Brita, c'est ça. Et ils ont sorti, il n'y a pas très longtemps, des filtres professionnels dont nous avons maintenant équipé l'intégralité de nos fontaines et qui garantissent à 100% la potabilité. Ça enlève le goût, enfin, c'est des filtres qui sont voilà. Donc, je pourrais, pour extrapoler, je pourrais carrément sortir de l'eau de la Seine et de la faire boire. Elle sera potable à l'arrivée. Donc, pour vous dire. Donc, de ce côté-là, le risque pour l'organisateur est de absolument zéro. Et puis, bah, tu te doutes bien aussi que j'ai pas investi 5 ans de ma vie et des petites fortunes pour prendre le risque de me retrouver avec une manifestation et 400 gastro à suivre ou voire pire. Donc, c'est vraiment enfin, c'est un des chevaux de bataille. C'est l'aspect sanitaire et on a des protocoles sanitaires sur le avant, pendant, après sur nos fontaines qui excluent absolument tout risque pour l'utilisateur final.
Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question à ce niveau-là ou... Si, mais oui, oui, si, si, tout à fait, merci, parce que c'est un sujet hyper important pour conduire le changement auprès des organisateurs, auprès des coureurs, ça fait penser au sujet des footballeurs et des bouteilles aussi, hein, enfin, des footballeurs, enfin, Ah, ouais, des joueurs d'équipe, ouais. ou de pas d'équipe, hein. Je vois Gilbert, on pourrait parler du tennis, je ne sais pas comment ça a évolué sur les cours, mais bref, merci. Bah, au moins sur les cours où il y a des cups, il n'y a plus de soucis. Ça, c'est sûr. Et pour la suite de ta question, je veux bien que tu la reformules parce qu'à force d'avoir répondu, je l'ai un peu Non, mais zappé. c'était sur les réactions, quand tu arrives sur une course Alors, qui n'a jamais mis ça en place, il y a deux ou trois types de réactions. Il y a le public, il y a les coureurs et il y a les organisateurs. Très alors, rapidement, parce que il faut du temps. oui, alors rapidement, les organisateurs au départ sont systématiquement, mais de moins en moins frileux parce qu'on se lance quand même dans quelque chose de relativement nouveau et comme tu sais, en France, c'est pas facile d'intégrer des changements. Ma grande fierté, c'est que pratiquement tous, il y a quelque temps j'aurais dit tous, mais là j'en ai deux qui n'ont pas renouvelé, mais un tout simplement parce que sa manifestation s'est arrêtée et l'autre qui n'avait plus de budget. Tous les organisateurs qui nous ont fait confiance une fois renouvellent systématiquement l'expérience. Donc c'est qu'elle ne doit pas être si mauvaise que ça. Pour le public, c'est forcément une réussite toujours. Je n'ai que des compliments dans ce domaine-là. Et pour les coureurs, on va pas se mentir, il y a toujours des vieux de la vieille et des réticents qui ont encore énormément de mal à franchir le cap, et notamment dans le running, c'est-à-dire que autant maintenant psychologiquement le plafond de verre a été percé, par exemple au triathlon où la question ne se pose même plus. Dans tout ce qui est trail, ultra trail, la question ne se pose plus non plus. Donc il y a une guerre que le running est sur le grand public où les gens se posent encore des questions. J'ai eu des réactions, par exemple, sur les 10 kilomètres parce que forcément j'étais à l'arrivée. J'ai même fait des interviews, si vous voulez, je pourrais vous les passer. Mais il y a quand même des gens qui ont dit bah, c'est de moins en moins qualitatif, ils nous mettent même plus de bouteilles d'eau, maintenant il faut se servir soi-même. Bon, donc on va pas se mentir, il y a toujours des gens qui sont sur des combats d'arrière-garde, mais de moins en moins. Quand même savoir qu'on revient de il y a 4 ans où, quand j'ai lancé ça, j'avais 100% d'opposants. On m'a même expliqué à l'époque que j'y connaissais strictement rien au sport et que ça ne pourrait jamais marcher et que jamais il n'y aurait de manifestation sans bouteille. Donc je pense qu'en 4 ans, on a quand même fait un bon bout de chemin et j'en suis pas le seul responsable, mais je pense que j'ai mis quand même ma pierre à l'édifice. Alors qu'aujourd'hui, il est une évidence absolue que ça y est, le seuil est franchi et qu'on y va tout doucement. Alors c'est évident qu'il faudra encore un ou deux tours de cadran pour que ce soit intellectuellement intégré pour tout le monde et qu'il y aura toujours des réticences. Après, il y a également des réticences économiques. Parce qu'il y a pas mal d'organisateurs qui ont des partenariats hauts, donc non seulement ils ne payent pas les bouteilles qu'on leur offre, mais il y en a qui touchent de l'argent pour les offrir, donc ils ont un peu de mal à franchir le cap et penser qu'il faut donner un peu d'argent pour mettre des fontaines. Mais bon, le temps joue pour nous. On a la chance d'être jeune encore, hein, Gilbert? Et donc forcément, ça va se faire quoi qu'il arrive. Comme disait un certain Ribéry, la roue tourne, va tourner, et elle commence à tourner dans le bon sens, donc tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, moi, j'ai une petite question. Vous m'entendez? Oui, Question. Moi, c'est, euh, dans un monde où les événements running sont un peu de plus en plus massifs, moi j'habite à Lyon, on a des running Lyon où il y a plus de 30 000 personnes maintenant. Est-ce que vous avez, vous, une capacité max de gestion d'événements ou est-ce que vous pouvez suivre la tendance même si ça augmente et que ça continue d'augmenter? Et si vous avez un maximum, comment ça s'évalue? Est-ce que ça va être les flux, la température, la géographie, voilà.
Est-ce que vous avez des limites? Alors, forcément, alors pour répondre à ta question des max, non, j'en ai pas, puisque nous sommes maintenant fabricants de nos propres fontaines. Donc, et là encore, j'insiste sur le fait où on a les fontaines les plus écolos de la planète, puisque c'est fait non seulement en PVC, mais en Tetra Pak recyclé, et on fait partie des très rares à recycler ça. Qui est quand même une belle cochonnerie. Je dis pas qu'il n'y a pas de limite, mais on est en capacité de fabriquer ça suivant les besoins. Et non, franchement, une manifestation de 30 000 personnes, il suffit de mettre le dispositif nécessaire à l'arrivée. Alors, là, j'ai pas de photo, à moins qu'on puisse vous en faire passer. On avait mis sur les Champs-Élysées un dispositif quand même relativement musclé, parce que sur un 10 km, c'est le différentiel entre le premier et le dernier n'est quand même pas monstrueux. C'est pas comme sur un marathon où il y a 6-7 heures, parfois plus. Là, tout le monde arrive en moins de 2 heures avec des très gros pics pour les gens qui tournent aux alentours de l'heure à peu près. On avait mis 12 fontaines doublées, parce que si vous regardez là, la fontaine sur les foulées de l'assurance, on est sur 6 mètres, donc vous avez 12 robinets et on peut mettre la même chose de l'autre côté, hein. Donc on les met en recto verso et on en avait mis 12 comme ça sur l'arrivée. Et sur les 20 000 personnes, il y a eu la queue à aucun moment. Et donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut qu'on voit ensemble le paramétrage de la manifestation, parce qu'on ne met pas les mêmes dispositifs sur une course où tout le monde arrive en même temps, sur une course où les départs sont échelonnés et où les gens arrivent par paquet de 1000 au lieu d'arriver par 10 000. Voilà, donc il faut juste intégrer un peu le type de course. Avec 5 ans de recul aujourd'hui, on est complètement en capacité de savoir un petit peu ce qu'il vous faut quand j'ai ces paramètres-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le paramétrage de la météo est pour moi très important, puisque sur une même typologie de course, entre un jour où il va faire 5-6 degrés avec beaucoup d'eau qui tombe, et un jour où il fait 35 degrés, où tout le monde est à sec, la consommation, on a tendance à dire ça va être 2 ou 3 fois. C'est pas le cas du tout, c'est 20 fois plus important. Alors les gens ne boivent pas 20 fois plus, mais s'aspergent, mouillent leur t-shirt, leur casquette, je dis pas qu'ils se lavent les jambes, mais enfin prennent des mini-douches. Donc voilà, il faut qu'on intègre tout ça. Et puis voilà. Mais Moi, en j'ai une... tout état de cause, une fois qu'on a tout ça, tous les paramètres, on est en capacité d'aujourd'hui de vous suivre sur à peu près n'importe quelle course. Aujourd'hui, notre record en instant T sur une journée à Toulouse, sur le Family Days de Airbus, on a fait 100 000 personnes de 10 heures du mat à 16 heures. Et même pas peur. Autre question? Moi, j'ai une petite question, alors, je connais la réponse, mais pour que tu l'expliques, c'est savoir si il existe en fait des modèles de financement des rapidos ou des rapidettes ou des cups, euh, mode de financement via partenaire ou sponsoring qui pourrait avoir de la visibilité sur D'accord. tes éléments. Alors, 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 je vais répondre à deux niveaux sur les financements, c'est-à-dire déjà sur notre business plan. Aujourd'hui, on propose une presta. Donc, je parle à l'organisateur, c'est-à-dire que sur la base de ce que je viens de dire, on me donne le paramétrage de la manifestation. Nous, on dit il faut tant de fontaines, tant de choses, etc. Forcément, ça correspond à un prix, un devis. Où on s'occupe absolument de tout et à l'arrivée, ça correspond à une facture. Après, on est en capacité aujourd'hui de vendre des fontaines et on le fait de plus en plus, notamment des collectivités locales, des mairies. Ben voilà à quoi ressemblaient les champs il y a une dizaine
de jours, vous remarquerez que sur 20 000 personnes, il n'y a pas un gobelet, pas une bouteille, absolument rien par terre. Euh, et donc voilà, après, on est en capacité de vendre les fontaines, mais la plupart du temps, on continue, nous, à nous occuper de la logistique et surtout de la maintenance pour les raisons sanitaires évoquées. Et après, on a des propositions de leasing, de location-vente, etc. Mais ce qu'il faut, et puis là, c'est un bon exemple, donc du coup, pour financer l'opération, parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près le seul... je dirais c'est le seul point d'achat parce que tout le monde a bien compris qu'on pouvait passer par les fontaines, sauf qu'effectivement ça a un coût alors que les bouteilles la plupart du temps étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement gratuites mais pouvaient même être financées par un prestataire. Donc nous ce qu'on offre c'est des surfaces de communication très importantes. Donc, grosso modo, chaque fontaine, puisque les standards, c'est 6 mètres, donc vous avez quand même une vingtaine de mètres carrés de communication que vous pouvez vendre à vos sponsors. Vous pouvez en trouver de nouveaux, vous pouvez faire votre propre communication, etc. Et aujourd'hui, si vous avez un service com un peu musclé, ces fontaines peuvent non seulement ne rien vous coûter, mais peuvent même, et c'est le cas pour de plus en plus de nos clients, parce qu'on va appeler ça comme ça, peuvent vous rapporter beaucoup d'argent. Parce qu'il y a plein de partenaires, sponsors ou prospects qui ont, on va dire, pas tout à fait la conscience tranquille écologiquement parlant et qui peuvent utiliser ces fontaines-là pour se racheter une virginité verte. Et du coup, c'est quand même des emplacements qui sont très faciles à vendre, qui ont une visibilité quasi obligatoire par rapport à un panneau qu'on peut mettre sur une barrière ou qu'on peut mettre dans un coin. Ici, vous avez la certitude absolue que tout le monde, 100% des gens vont passer là-devant, que ce soit les coureurs, que ce soit les spectateurs, etc., sur des manifestations statiques comme des festivals plusieurs fois par jour, et ça a des retentissements économiques hyper importants. Donc Jean-Luc, aujourd'hui, on a des organisateurs qui vendent une fontaine pour une manifestation entre 5 et 10 000 euros la fontaine. Donc en fait, en termes de marge, c'est quasi du x4 ou du x5. Jean-Luc, juste, je me permets d'apporter un tout petit peu la contradiction, ou en tout cas un complément à ce que tu viens de dire. Le partenaire que l'organisateur pourra euh, placer sur une fontaine, c'est pas forcément un partenaire qui a besoin de se racheter une virginité, ça peut être beaucoup plus positif que ça. Et ça peut être un partenaire qui va jouer sur, évidemment, qui va chercher de la visibilité et qui va chercher de la visibilité sur un support noble qui sera en phase avec ses Mhm. valeurs. Un partenaire, encore une fois, pas forcément besoin de rachat d'image, mais un partenaire très sensible aux enjeux de la RSE et de l'éco-responsabilité et qui va justement trouver du sens à afficher le partenariat sur une fontaine qui contribue justement à l'éco-responsabilité de l'événement. Donc ça peut être plus positif que la manière dont tu l'as présenté, si je peux me permettre. Mais je suis 200% d'accord. Et alors pour moi, c'était pas négatif de dire ça, mais je préfère effectivement ta présentation. D'ailleurs, si tu cherches du boulot, on en parle. Mais non, non, j'ai trouvé, tu as tout à fait raison. Mais bon, force est de constater que bon, là, on est dans la salle de presse du Stade de France pendant les matchs de l'équipe de France de rugby. On est présent maintenant sur chaque match de l'équipe de France de rugby. Et juste pour faire un petit topo, depuis qu'on est là, donc c'est la troisième année, auparavant, ils achetaient entre 5 et 7 palettes de bouteilles qui traînaient absolument partout dans l'enceinte du stade, parce que les gens passaient, prenaient une bouteille, buvaient une gorgée, la reposaient, et quand ils revenaient, ils ne savaient plus laquelle était la leur, donc on en reprenait une nouvelle, et, et les entrailles du stade étaient jonchées de bouteilles. Depuis qu'on y est, zéro. La Fédé demande aux bénévoles, aux prestats de venir avec leurs contenants qui ne leur sont plus distribués. Et depuis, ben, il n'y a plus rien, il y a plus rien à ramasser, plus rien par terre, plus rien à recycler. C'est un peu le but du jeu. Il y a d'autres questions avant de mettre un terme à cette petite Oui, interview. bonsoir. Moi, j'ai deux questions pour Jean-Luc.
J'ai pas compris à quel moment on remplit d'eau. Est-ce que c'est acheminé depuis là où est l'entrepôt de la fontaine, où on cherche l'endroit où il y a de l'eau potable au plus près? Et mon autre question, qui est assez logistique aussi, est-ce que vous avez déjà essayé sur des terrains, alors la photo est excellente, parce que j'avais demandé par exemple pour une compétition de surf, de mettre ça sur une plage qui n'est pas plate par définition. Est-ce que c'est envisageable? Eh ben, écoutez, je crois que la photo répond à votre Il y a de la télépathie deuxième là. question. Et j'y suis pour rien parce que, en plus, c'est une très vieille photo. Je commence par ou par ta première question, hein. Alors, l'intégralité de nos structures sont maintenant proposées en deux formules, c'est-à-dire dans l'idéal. On peut se brancher à un réseau local d'eau, donc ça peut être un robinet dans une cuisine, on peut aller chercher l'eau enfin il nous suffit un robinet d'eau de ville, quel qu'il soit, et dans ce cas, on connecte nos fontaines, on les connecte également on trouve une prise 220, donc il n'y a pas de besoin de triphasé. On est sur un réseau 220. On connecte à l'eau, à l'électricité, et dans ce cas, les fontaines sont complètement autonomes et elles fonctionnent en toute autonomie sur la durée de la manifestation. Tant qu'il y a de l'eau dans la ville, il y a de l'eau dans la fontaine. Après, quand on n'a pas d'électricité, on a maintenant, alors avant on avait des groupes électrogènes qu'on a arrêtés parce que c'est pas très écolo. On a même essayé les groupes solaires, mais le problème c'est que le soleil, il faut le chercher parfois, donc on a arrêté aussi. Et on a maintenant des batteries électriques qui, elles, sont 100% écolo, sont absolument sans aucun bruit, donc on ne sait même pas qu'il y a des batteries et voilà, donc n'importe laquelle de nos fontaines peut être autonome en électricité. Et quand on n'a pas, et là donc on revient dans ce cas de figure, quand on n'a pas un réseau d'eau à proximité sur lequel on peut se brancher, on a des dispositifs. Alors là, ça serait trop long à expliquer pendant la visio, mais ça peut faire l'objet d'un appel à part. On a des systèmes de citernes, donc on va chercher l'eau au plus près, hein, donc on ne la ramène pas de nos entrepôts. On trouve le robinet d'eau potable le plus proche et on a un système de citernes et de pompes qui nous permettent de proposer de l'eau pendant toute la durée de la manifestation. Donc dans ce deuxième cas de figure, en revanche, ça nécessite une maintenance, quelqu'un qui surveille pour voir si c'est suffisant, s'il faut en remettre, etc. Alors que dans le premier cas de figure, ça nous arrive maintenant très souvent de positionner les fontaines et de ne revenir que quand la manifestation est terminée, parce qu'elles sont calibrées et étudiées pour être complètement autonomes. Et donc pour la deuxième question, pour le terrain plat, je dis pas que c'est notre spécialité, mais aujourd'hui on est capable de s'installer à peu près n'importe où. La photo que vous avez vue, on est sur une manifestation de mémoire, un championnat de France de course d'orientation sur les causes du Lot. Donc pour ceux qui connaissent les causes du Lot, c'est quand même pas l'endroit, je crois qu'il y a moins d'habitants au mètre carré que dans le Ténéré. Et je rigole même pas. On était à 20 kilomètres du premier robinet ou de la première prise électrique et on a fait boire 2000 personnes pendant tout un week-end. Et donc, aucun problème, vous voyez, il y a des pieds qu'on peut régler, on peut absorber jusqu'à 15-20 centimètres de dénivelé, il y a absolument aucun problème. Donc, on peut s'installer aujourd'hui, c'est même une de nos spé, on peut s'installer à peu près partout. On a fait des ravitaillements en montagne, on est très souvent sur les plages, on fait notamment les techno, je sais plus, c'est un festival de musique technologique sur les plages de Cannes où on installe des cups un peu partout et ça leur permet de boire de l'eau entre deux verres d'autre chose. Est-ce que vous avez d'autres questions? Auquel cas, on va remercier Jean-Luc et C'est moi qui vous remercie et ceux qui ont permis et de préciser
sa Et présentation à travers leurs questions. Merci à tous. Jean-Luc. merci à vous. Elisa, tu pourras laisser les coordonnées ou si vous les avez pas. C'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions ou on peut faire des échanges mails ou je peux vous envoyer une documentation plus concise que ce que j'ai pu vous dire là, où on peut échanger au téléphone, par écrit, par mail et je pourrai répondre à 200% de vos questions. Merci à tous. Merci à tous et Merci. à très bientôt. Merci.